Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus à la une de l'actualité. Nous allons directement sur le continent où le président français Emmanuel Macron a reconnu les crimes de la colonisation à Ouagadougou et même et aussi toujours à Ouagadougou, dont le président français Macron promet de déclassifier le dossier Sankara. Sur le plan local, vendredi prochain, donc, les franco-français, les franco-africains de Lyon, il faut bien le préciser, les franco-africains de Lyon, seront donc dans une conférence qui est organisée ici même. Ce sera donc, alors je laisse le président du Caralef qui est là très studieux, très concentré. On le présente d'abord. Bonsoir, Martin Takoujoué. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, Joël. Noël Juvénal. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous allez être très studieux, très concentré. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes fiscaliste. Vous êtes donc responsable directeur d'un cabinet à Lyon. Également, vous êtes enseignant à l'école supérieure de commerce de Lyon. Est-ce que vous parvenez à trouver du temps pour tout cela? Mais il faut bien. Vous êtes également le président du Caralef. Oui, il faut bien. Il faut partager le temps. Il faut s'organiser. C'est vrai que dit comme cela, ça a l'air simple. Nous allons découvrir ce que c'est que le Caralef. En une question, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Le Caralef est une association de loi 1901, donc, qui a pour objectif de créer de la visibilité sur la communauté. C'est pas un mot qui est à la mode, mais je vais l'utiliser sur les franco et les afro-descendants résidant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, créer de la visibilité, créer un sentiment de solidarité et après développer des espaces de synergie dans ces compétences. C'est vrai que, de vous couper, votre vocabulaire, je le dirais comme cela, c'est pas méchant, il a l'air un peu savant. Quand vous dites créer de la visibilité, c'est des termes qu'on ne comprend pas toujours. Ça veut dire quoi, créer de la visibilité? Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Quand vous voyez des jeunes qui sont formés, qui sont à l'école par exemple, qui préparent un master et qui d'une année à l'autre, vous le retrouvez au quartier, vous dites qu'est-ce que vous avez fait de votre master, ils vous disent tiens, je n'ai pas eu mon master parce que je n'ai pas pu faire mon stage, je n'ai pas eu un endroit pour créer, pour pratiquer la partie professionnelle de mon stage. Bon, vous voyez que là, c'est un drame pour ce jeune. Alors nous créons, quand on dit créer de la visibilité et de la synergie et un espace de solidarité, c'est pour permettre donc aux gens qui, à leurs grands frères, à leurs aînés, aux autres qui ne voient pas toujours autour d'eux, de se rendre compte que tiens, autour de moi, il y a des besoins. Je peux tendre la main pour les aider. Voilà un exemple donc de solidarité, un exemple de... Oui, je vous en prie. On est dans le politiquement correct. Quand on dit créer la visibilité, il faut dire que c'est, disons-le clairement comme cela, il y a de la discrimination à l'emploi, à l'embauche, par rapport à ces populations-là. Vous faites allusion aux populations originaires d'Afrique subsaharienne, bien entendu. Tout à fait, dans ce cas-ci. Mais je pense, oui, vous pouvez présenter la chose comme ça, mais bon, moi je pense que politiquement correct, politiquement quand vous dites incorrect... créer la visibilité, pourtant ces personnes sont généralement assez sombres de peau, donc elles ne sont pas invisibles. On est d'accord? Tout à fait, il y a ce facteur, je ne l'ai pas exclu. Oui. Il y a ce facteur, mais il y a aussi l'autre facteur que ces mêmes personnes ne se font pas voir. Elles ne se font pas voir. Ça veut dire qu'elles sont aussi responsables du fait qu'on les embauche pas? Non, dire qu'elles sont responsables, c'est faux. Elles ne se font pas voir. Peut-être parce que l'habitude a fait que. Et finalement, ils ne font rien. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'elles ne se font pas voir. Parce que je pense qu'on fait allusion ici à des personnes qui, généralement, sont recalées. Et il faut le reconnaître, en fait, elles sont victimes de la discrimination à l'embauche. Pareil, c'est mon regard ce soir. À l'antenne, je pense qu'il faut faire très attention aux termes que nous utilisons. Parce que discrimination à l'embauche, vous savez que c'est défini par la loi désormais et interdit par la loi. Donc, moi, je prends la chose à l'envers. Comment favoriser
l'expansion, comment favoriser la dynamique autour de ces personnes-là qui se sentent discriminées. Moi, je dirais ça comme ça. Bien, donc, en ce sens, donc, il y a cette conférence qui est organisée vendredi prochain. Et ce sera donc le 1er décembre, c'est à 18h30 à 20h30 à la salle des conférences du Palais du Travail à Villeurbanne. C'est au 9 place Lazare Goujon. Et concrètement, quel est le programme, que prévoit le programme cette soirée-là? Le programme, il est écrit, il est sur le site internet, il est sur des pieds d'invitation, il est sur les pages Facebook, il est dans les réseaux sociaux. Votre association a un site internet? Notre association a un site internet. Ce serait bien de communiquer en fait les références pour ceux qui s'intéressent à... Ah ben, bien sûr, avec plaisir, c'est www.lecarlef.fr. Donc, toutes les informations, vous trouverez toutes les informations sur notre association dans notre site. Nous avons une page Facebook pour des réseaux sociaux, vous trouverez, qui est en plein développement. Nous espérons que ça va tirer beaucoup de personnes. Pour donner envie à ceux qui nous écoutent à ce moment, à l'entame de cette émission, ceux qui viendront à cet événement-là, qui sont les conférenciers? Par exemple, les conférenciers. Ce que tu choisis. Le CARALEF, permettez-moi de vous rappeler que le CARALEF a choisi comme slogan l'excellence. L'excellence, pour nous, ce n'est pas un mot péjoratif. L'excellence vise à faire de ce que nous faisons, à lui donner, allez, passez-moi ce point de notation, un 10 sur 10. Nous tendons vers le 10 sur 10. C'est ça l'excellence. Donc, les conférences que nous organisons s'inscrivent dans nos actions de formation que nous avons mises en place depuis 2015 que le CARALEF existe. Donc, la première grande conférence que nous avons donnée, que nous avons organisée, je pense avec succès, vous nous avez aidés l'année dernière dessus, c'était sur l'engagement citoyen. Vous aviez vu que les éléments de l'armée française de haut niveau étaient présents en qualité de conférencier. La deuxième édition va avoir lieu vendredi prochain, le 1er décembre, en face de la mairie, dans la salle de fête du palais de sport de la mairie de Villeurbanne. 9 place Lazare Goujon, comme vous venez de le rappeler. Donc, au programme, nous avons 4 grands conférenciers. Nous avons un professeur d'université, nous avons un avocat, Monsieur Ziadi Mohamed, qui est professeur de l'Institut d'économie à l'Institut d'administration des entreprises de Lyon 3. Nous avons maître Fabien Mbida, un avocat de la place de Lyon, un grand spécialiste du droit social. Et nous avons, entre autres, l'intervention d'une dame, Madame Kuntz, qui a un grand magasin, probablement le plus ancien magasin supermarché des produits exotiques. Elle est installée à Vanvelin depuis les années 1986. Et comme nous avons fait réaliser une étude dans mon cabinet en collaboration avec l'Université Lyon 2 sur la dynamique territoriale, sur l'inventaire des installations économiques des franco-africains et des afro-descendants, lors de cette conférence, les rendus, les résultats des enquêtes, les résultats de cette étude seront communiqués. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On revient vers vous dans quelques instants. On va prendre quelques nouvelles brèves, sachant que ce soir également, nous réfléchirons on nous reviendra sûrement sur cet événement d'actualité. Il y a Emmanuel Macron qui est... J'invite, si vous permettez, j'invite vos auditeurs, vos auditrices à venir nombreux, parce que l'occasion leur sera donnée compte tenu du thème qui est sur l'entrepreneuriat, une fois de plus, pour qu'il nous renvoie à la question que vous m'avez posée. Si on ne trouve pas son emploi, peut-être qu'il faut penser créer son propre emploi. Fort intéressant parce qu'effectivement, ces populations souffrent souvent, c'est-à-dire même étant diplômés, voire surdiplômés même, en faisant de gros efforts, ont souvent du mal à se faire une place dans le monde de l'emploi. C'est cette dynamique que nous cherchons sur le territoire. À tout de suite. Merci. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95.
04 78 21 05 95. Pour vous qui vous joignez à nous à ce moment, donc, on reçoit ce soir Martin Takoujoué. Il est dans le président du Carales, le cercle Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence des talents franco-africains. Une fois de plus, bonsoir Martin Takoujoué. Bonsoir Juvenal. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc, vous êtes fiscaliste. Fiscaliste et également enseignant à l'école supérieure de commerce de Lyon. C'est bien cela? C'est bien ça, merci. Ce soir, c'est venu nous annoncer donc cet événement qui a lieu vendredi prochain, vendredi 1er décembre. Ce sera où précisément? Ça sera dans la salle appelée Palais du Travail. Palais du Travail de Villeurbanne, en face de la mairie de Villeurbanne, au 9 place Lazare Goujon. Bien, nous allons prendre quelques brèves et on revient vers vous dans quelques instants. Avec plaisir. Nous allons donc sur le continent où Emmanuel Macron donc reconnaît les crimes de la colonisation. Le président français Emmanuel Macron donc a reconnu ce mardi que les crimes de la colonisation européenne sont incontestables. Dans son discours à l'université de Ouagadougou, Emmanuel Macron a appelé donc à une relation nouvelle avec l'Afrique. Ce n'est pas simplement un dialogue franco-africain que nous devons reconstruire ensemble, mais bien un projet entre nos deux continents, une relation nouvelle repensée à la bonne échelle entre l'Afrique et l'Europe, a-t-il ajouté. Il a réitéré dans sa volonté d'aider à la constitution de la force multinationale du G5 Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Il est temps de faire barrage à l'extrémisme religieux, a-t-il insisté, demandant donc notamment donc au Qatar, à la Turquie et à l'Iran de s'engager fermement dans ce combat. Je me tourne vers notre invité de studio qui est donc Martin Takoujoué. Dites-nous, pensez-vous que avec ces discours, les choses pourront changer? Ces relations paternalistes qu'on a toujours dénoncées, ces relations, on va dire, comme cela, selon certains confrères, en fait, incestueuses qui existent entre les anciennes colonies françaises et la France. Pensez-vous que avec le discours de Macron, une ère nouvelle va naître ou Si vous permettez, le discours du président, il faut le situer dans le temps. C'est-à-dire ce n'est pas nouveau d'entendre un président français dire que les rapports entre la France et les anciennes colonies vont évoluer, vont changer. Mais quand on rentre sur le temps, on observe les faits, on ne les voit pas. De Gaulle l'avait dit, vous savez, vous n'avez qu'à revoir les discours de Gaulle. Donc le général de Gaulle l'avait dit. Avant que les pays africains ne votent pour l'indépendance. Après lui, François Mitterrand l'a fait, l'a dit, en plus venant de la gauche. Ça a donné beaucoup d'espoir aux gens. Vous avez vu, ça pas, sur le terrain, ça, faut me dire que ça s'est empiré. Les deux prédécesseurs de Macron, ils l'ont dit, chacun à sa façon, c'est-à-dire Sarkozy et Hollande. Bon, aujourd'hui, le président Macron le dit, on va le croire. Mais je reste convaincu que c'est aux Africains de prendre leur destin en main. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Hier, on pouvait penser que les Africains étaient dans une phase d'apprentissage, dans une phase de méconnaissance. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont tout. Ça ne sert à rien de courir derrière les 4x4 Mercedes. En vous entendant en filigrane, vous êtes en train de dire effectivement que c'est un beau discours, mais qui n'augure pas forcément d'un grand changement. C'est bien cela. Si on se réfère aux prédécesseurs de M. Macron, qui ont à peu près la même chose. Mais nous n'avons pas des preuves par rapport au président Macron pour dire qu'il est en train de mentir. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut situer ça sur le temps. Mais en attendant, il appartient aux Africains de prendre leur propre destin. Rien ne leur empêche aujourd'hui de prendre leur destin en main. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, vous ne le savez pas. Ce que j'en pense, c'est qu'il n'est pas évident. Je ne suis pas là pour vous poser des questions. Non. Bien entendu. Ce que j'en pense, c'est qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident, justement, pour ces Africains de prendre leur destin en main lorsqu'on connaît les accords qui existent encore entre les anciennes colonies et la France. Je vais annoncer donc en titre. En fait, ce soir, nous parlerons donc de ce problème libyen, ce commerce des hommes, des Noirs d'Afrique subsaharienne qui semble surprendre tout le monde et pourtant, plusieurs observateurs ont tiré la sonnette d'alarme. Nous avons donc un auditeur qui semble avoir fait ce parcours et qui a été sur le terrain. Monsieur, bonsoir. On l'appellera ce soir Christian Georges. Bonsoir Christian Georges. Mr.
sommes juvéniles. Bien, vous nous disiez donc, puisqu'effectivement nous avons, après cette émission, nous avons essayé de voir si à Lyon et dans son agglomération, il y a des jeunes qui ont pu sortir vivants de ce périple-là. Vous nous avez dit qu'effectivement vous avez été, vous êtes passé par le Maghreb, c'est bien cela? Bien sûr, je suis passé par le Maghreb. Passé par le Maghreb, en provenant d'où? Pays dans le Maghreb. En partant d'où? Ben, en partant du Cameroun pour le Nigeria, quittant du Nigeria pour le Niger. Et il fallait traverser le désert. On a traversé le désert pour arriver en Algérie. À la première ville de l'Algérie qui est à Maracel. Dites-nous, quand vous partez du Cameroun, qui on suppose est votre pays d'origine, vous arrivez en Algérie, est-ce que sur cet itinéraire-là, tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien en route. Là, il n'y a pas de trucs. Sur le parcours, il y a les contrôles de police et tout. Ils te demandent tout ce que tu as. Tout ce que ils te demandent, c'est juste ton passeport ou bien ta pièce d'identité. Tu le montres, c'est tout, ils te laissent passer. Et comment vous arrivez en Algérie? Par avion, en voiture? Comment vous y arrivez? C'est par voiture. On traverse le désert en voiture. Et alors, racontez-nous, quand vous arrivez donc en Algérie, comment ça se passe? Expliquez-nous. Ben, au fait, quand on arrive en Algérie, nous sommes reçus, il y a des camps. C'est des petits endroits qu'il y a tué, ce sont tués les Noirs qui prennent ça. Ils font c'est comme, je peux dire, des docteurs. C'est des docteurs, au fait. Et du coup, quand tu arrives là-bas, tu dois payer une somme pour dormir, au fait, dans le docteur. Sinon, tu dors dans la rue. Et du coup, quand tu es là-bas, tu es obligé de travailler. Tu travailles pour payer ton docteur le temps d'organiser un convoi pour aller dans les métropoles. Donc, quand vous arrivez donc en Algérie, que vous entrez et que, voilà, est-ce qu'il y a une hostilité, par exemple, de la police ou des forces de l'ordre en Algérie ou pas du tout? Si, en Algérie, ben, bon, ce qui s'est passé en Algérie, c'est avant que moi je n'arrive, il y avait déjà le gouvernement avait demandé de laisser les blacks sur le libre circule au fait. Donc ça veut dire le black avec le libre circule déjà en Algérie. Donc en Algérie, tu pouvais te balader partout où tu voulais sans problème. Donc après l'Algérie, quelle est la prochaine étape de votre parcours? C'est le Maroc. L'entrée au Maroc se passe également bien? Vous rentrez dans le pays? Non. Que se passe-t-il à ce niveau-là? Au Maroc, déjà pour traverser la frontière, c'est tout un problème. Parce qu'il y a des polices, il y a beaucoup de la police en route. Ce qui est normal, bien entendu. Bien sûr. Du coup, pour traverser les frontières, on est obligé de traverser en pleine nuit, en fait. Des environs de 2 heures, 3 heures, par là. Pour traverser, vu que la garde est un peu moins. Du coup, il y a les passeurs qui connaissent comment déjouer les postes de garde et tout. Justement, les passeurs, qui sont-ils? Comment vous entrez en contact avec les passeurs? Quand tu arrives déjà là-bas, et ce que tu vas te diriger vers un docteur. Et dans le docteur, là, plein de gens qui connaissent déjà les passeurs. Donc, toi, tu ne peux pas connaître la filière. Juste quand tu dis, dès que tu arrives, ils te proposent, ils te demandent où tu veux aller. Et du coup, dès que tu te donnes ton destination, ils vont te trouver quelqu'un qui va te faire passer. Ce sont eux qui vont en contact avec les gars là. Apparemment, Martin Takou, notre invité de studio, va poser une question. Allez-y. Non, je voudrais d'abord féliciter ce monsieur, je n'ai pas retenu son nom. On l'appellera Christian Georges pour consoler ce fonction anonymat. D'abord, vous féliciter et puis j'admire votre courage. Je voudrais faire la remarque par rapport à ce que vous avez dit. Juvenal souhaitait savoir si vous étiez passé par la Libye, ou enfin votre parcours de migrant. Apparemment, tel que vous décrivez, et selon ce que nous avons reçu comme information ici, il semblerait que le parcours d'un migrant, votre parcours soit différent de celui qui passe par la Libye, où le parcours libyen est beaucoup plus dangereux. Il est tout à fait dangereux, il est même mortel. Si le parcours libyen est dangereux, vu que moi aussi j'ai fait le parcours là, parce qu'après quand je suis arrivé au Maroc, c'était difficile. J'ai fait demi-tour pour aller en Libye pour voir si c'était plus mieux là-bas. Mais en Libye, je me suis rendu compte que c'était plutôt l'enfer. Et l'autre question que je souhaitais vous poser, c'est que vous quittez votre beau pays qui est le Cameroun, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on ne se retrouve pas.
malgré tout ce que tu fais, tu ne te retrouves pas. C'est-à-dire, quand vous dites vous ne vous retrouvez pas, ça permet aux gens ici de comprendre les motivations des jeunes qui quittent leur pays. Ben, Alors, la question, je la pose autrement. Est-ce que vous avez essayé de vous en sortir au Cameroun? Si oui, qu'avez-vous fait pour vous en sortir au Cameroun, étant sur place? j'ai tout fait au Cameroun. J'ai fait l'électricité auto. Jusqu'à là, ça n'a pas marché. Je n'ai pas abouti à quelque chose. Je suis allé au marché, j'ai fait du commerce. Ça n'a pas marché. J'étais à la maison avec une femme et un enfant. Je n'arrivais même pas à m'en sortir là. De tous les côtés, tout ce que j'ai fait, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et du coup, vu que j'avais un frère qui avait fait le même parcours, et moi, ça m'intéressait bien. Moi, je voulais aller dehors travailler. Mon parcours n'était même pas d'arriver ici en Europe. Mon parcours était arriver au Maroc et trouver du travail. Votre Ouais, frère dont vous en parlez, Algérie. excusez-moi de vous couper, votre frère dont vous parlez, est-ce que lui s'en est sorti ou pas du tout? Si, il s'en est sorti. Il est où actuellement? Il est ici en Europe, il est ici à Lyon. D'accord. Alors, pour comprendre, vous dites donc que vous avez essayé d'aller en Libye, ça n'a pas marché. Vous dites que c'est l'enfer. En quoi c'est l'enfer, concrètement? Parce que quand je suis arrivé en Libye, non seulement dès que tu arrives, les premiers passés qui te font passer pour arriver en Libye, ce sont ceux-là qui commencent même le commerce même là-bas. Parce qu'au fait, ils vous gardent dans les camps. Il suffit qu'ils te demandent une somme d'argent d'abord. Si tu n'as pas cette somme d'argent, obligés vont t'envoyer dans un camp. Genre, que tu vas ils te disent qu'ils vont te garder pour que ils vont te trouver du travail. Tu vas travailler et tu vas les donner l'argent. Après, ils vont te dire si tu vas partir. Or, c'est pas ça qui se passe. Quand ils te mettent là-bas, ils ne cherchent pas du travail. Après, il y a certains groupes de gens qui viennent te chercher. Ils t'amènent. Toi, dans ta tête, tu penses que tu ne peux pas travailler. Mais non, au contraire, on t'a vendu. Tu ne sais pas. Donc là, c'est ce qui vous fait rebrousser chemin de la Libye. Et donc, quel itinéraire que vous prenez? Je retourne au Maroc. Et ensuite? Ensuite, au Maroc, il est bien vrai, là-bas, c'est dur, mais c'est pas comme en Libye. Parce qu'au Maroc, au fait, c'est que la population au Maroc, c'est pas tous qui ne sont pas accueillants. Il y en a qui sont accueillants. Il y en a qui ne veulent même pas arriver là-bas parce qu'ils ont peur de la police. Au fait. Parce que là-bas, la police a donné certains ordres là-bas qu'il ne faut pas aider, il faut aider les immigrants, au fait. Police Quand la marocaine? police, bien sûr. Donc, si je comprends bien, monsieur Serge, On a dit que ce soit on l'appellerait Christian. Christian, Pour garder, conserver notre anonymat. Christian, autant pour moi. Donc, le Sahel, vous tournez longtemps dans le Sahel avant de trouver votre porte de sortie, si je comprends bien. Parce que Bien sûr. aller en Algérie, aller au Maroc et revenir en Libye, il faut le faire, ça en fait des kilomètres. Si, j'ai fait 2 ans dans le Maghreb, moi. À 2 ans dans le Maghreb, d'accord, ok. Ouais. Quand on Non. entend 2 ans, comment vous vivez? D'où vient l'argent pour tenir? Parfois, en route, tu es obligé de demander. Il y a des endroits que tu es obligé de demander. Il y a des endroits que tu arrives, tu es chanceux, tu tombes sur le travail. Tu travailles. C'est avec ça que tu avances. Tu es obligé de demander. Parfois, tu vas dans le marché, tu fais des petits nettoyages, tu les aides à ranger des trucs. Ceux qui sont généreux, ils te donnent quelque chose. Là-bas, tu sais que les Arabes, je ne sais pas, ils ont vu la race, l'Africain comme une race faible, au fait. Comme une race, vous dites? Ouais, très faible. Parfois là-bas, tu n'as rien fait, quelqu'un il te crache dessus. Oh, il te crache dessus, il Dans t'appelle. quel pays, par exemple? Comme au Maroc. Moi, j'ai plus vécu ça au Maroc, moi. Bien. Donc, effectivement, vous faites face à la xénophobie. C'est une xénophobie, en fait. Hein. On n'aime pas l'étranger. Est-ce que on vous crache dessus, selon votre ressenti, on vous crache dessus parce que vous êtes noir ou bien parce que vous êtes un étranger? Si il te crache dessus, il te dit, il t'appelle Gugum. Gugum à la langue, ça veut dire, il t'appelle animal. C'est un comportement généralisé ou bien c'est quelques personnes? Parce qu'après, notre soin n'est pas forcément de stigmatiser. Est-ce que c'est tout le monde qui vous traite ainsi ou bien c'est quelques individus? C'est quelques individus, c'est pas tout le monde. Quelques individus, il y en a qui sont vraiment gentils. Là, c'est au Maroc. Et d'où se poursuit votre périple? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, dès que je quitte au Maroc, moi, je suis arrivé à... J'ai traversé jusqu'en Espagne. Parce que moi, je suis passé par la barrière et je suis arrivé à Melilla. Moi, j'étais en Espagne. Et en Espagne, on essayait de dénoncer, on était plusieurs. On essayait de raconter ça. À qui? Jusque là-bas. On était dans les foyers. Il y avait j'ai pas dit des instances sociales qui s'occupaient de nous et tout. On essayait de raconter. Il y a certains qui avaient des vidéos. On a donné. On pensait qu'ils devaient faire quelque chose. Personne n'a jamais rien fait.
Là, c'était donc en Espagne où vous dénoncez effectivement les sévices, la maltraitance dont vous avez été victime. Et depuis lors que vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez essayé d'approcher les autorités ici, par exemple, pour porter plainte pour, voilà. Déjà ici, quand tu arrives avec ta situation, quand tu viens d'arriver, c'est tout. Parce qu'à l'époque, quand tu viens d'arriver avec ta situation, tu ne pouvais pas. Comment tu vas aller vers les autorités et tout le temps, tu sais dans ta tête que tu es sur un territoire que tu es illégal, au fait. Donc, une fois légalisé, est-ce que vous avez pensé à porter plainte, par exemple, avant d'arriver à ce à quoi on assiste aujourd'hui, comme une sorte de grand réveil? Non, franchement, non. Pas du tout. Vous êtes plus concentré sur votre propre vie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Est-ce que vous avez un message à envoyer à ceux qui nous écoutent ce soir? Le message que j'ai écouté à dire à mes frères, c'est que vraiment, le parcours-là, ça vaut pas la peine de risquer sa vie. Parce qu'il y en a plein qui meurent en route. Il y en a plein qui sont au Cameroun, là-bas, peut-être, disons en Afrique. Ils sont là, ils croient que les enfants sont en Europe, pourtant. Ils sont morts en chemin. Ils sont morts. Il y en a plein, je connais plein qui ont laissé la vie en route. Merci beaucoup, Christian Georges. Et merci d'avoir apporté votre contribution pour édifier nos auditeurs. Bon courage, monsieur. Bien. Madame Takoujoué, on écoute ce jeune, mais seulement depuis que voilà que la rue gronde, que les réseaux sociaux sont en plein mouvement, on a l'impression que très peu veulent toucher du doigt les causes premières, c'est-à-dire effectivement que la déstabilisation aujourd'hui, on peut le dire ainsi, voilà, de cette zone du Maghreb en fait, la Libye particulièrement, est partie de l'Occident, c'est-à-dire de la France. Parce que lorsqu'on écoute les uns les autres, il y a un auditeur qui nous a envoyé dans les réseaux sociaux un message en disant que, voilà, en Occident, la question qu'on se pose, c'est celle de savoir, il n'y a pas de passeurs français, il n'y a pas de passeurs belges, il n'y a pas de vendeurs d'esclaves européens. Donc, en gros, l'Occident n'a pas, les responsables de l'OTAN, qui sont allés bombarder la Libye, ils n'ont pas de responsabilité dans ce qu'on assiste aujourd'hui. Quel regard portez-vous à cela, Mme Takoujoué? Je vais répondre à votre question, mais je vais apporter une précision. Moi, je ne suis pas là pour défendre la France. Hein. Nous ne sommes pas au tribunal. Je ne l'ai pas dit. Et ce que je voudrais avoir, c'est votre opinion en tant qu'aîné. Je précise à ceux qui ne nous regardent pas, puisque nous sommes à radio, que vous êtes de ceux qui sont ce qu'on appelle les aînés ici à Lyon, et que généralement, dans les événements, vous apportez votre sagesse, votre regard d'aîné. Et c'est pour cela que j'insiste un tout petit peu avec une expérience un peu plus longue que ces jeunes qui viennent d'arriver. Quel regard portez-vous sur cette manière de traiter cette information ces derniers temps? Sur le traitement de l'information ou sur l'acte? Les responsabilités même en fait. Faut du temps pour établir les responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut un jugement. C'est pas vous et moi, mais non. Je peux avoir un point de vue. Bien entendu. Quel est votre point de vue là-dessus? Donc, peut-être qu'il faut faire un petit rappel sur sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, l'histoire, ça fait pas de mal. Je veux vous dire, ce qui se passe, la vente du noir date du début du 7e siècle. Et ça se pratiquait dans la partie de l'Afrique de l'Est. Cette pratique a connu son apogée entre le 17e et le 19e siècle, avec cette autre vague des nouveaux marchands, parce que les anciens, c'était les musulmans. La seconde vague, c'était les Occidentaux, qui achetaient les Noirs comme main-d'œuvre pour les Américains. Et aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous découvrons que les mêmes pratiques se réalisent peut-être pas simplement en Libye, parce qu'on a mis le doigt sur la Libye, mais il faut savoir que, et ça, les autorités le savent, que ça se pratique en Arabie, ça se pratique au Yémen, ça se pratique et même dans certains pays d'Afrique noire. Alors, c'est d'abord ça qu'il faut doiter. Il faut dénoncer ce mouvement-là. Et maintenant,
Vous savez, l'auditeur qui vient de nous parler nous a dit il a quitté son pays parce que il se débrouillait, l'expression qu'il a utilisée, il se débrouillait, ça ne marchait pas. Et donc, il y a une cause en amont. Il faut voir cette cause en amont. C'est la souffrance. C'est l'exclusion sociale, l'exclusion économique. Je vous rappelle que dans la plupart des pays de l'Afrique noire francophone, ou dans la plupart des pays d'Afrique, 60% des jeunes sont sans emploi. Le taux de scolarisation, le taux des ingénieurs formés sur place connaît simplement 17% d'employabilité. Où vont le reste? Donc en fait, il y a un ghetto qui ne dit pas son nom. En fait, c'est une concentration humaine dans des zones d'exclusion sociale. C'est ce qui favorise. Et il n'y a pas que ça aussi. J'allais ajouter, il y a la répression. La répression des autorités. Ce qui fait que les jeunes ne se sentent pas libres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le chemin de l'exil. Maintenant que j'entends ce que vous dites, là, ce sont les causes sur le continent. Et également, ce soir, puisque nous sommes en France, le souhait, c'est entendre aussi la responsabilité de l'Occident dans tout ça. Il est clair qu'aujourd'hui, plusieurs observateurs s'accordent à dire qu'effectivement, les dirigeants, pour le cas de l'Afrique francophone, par exemple, la plupart qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne sont pas vraiment une émanation réelle de ces peuples. Et du coup, on a toujours vu la complicité de l'Occident, notamment la France, qui est, qui semble soutenir ces dictateurs qui sont au pouvoir là-bas. Et la France dans tout ça, pour le cas de la Libye, effectivement. C'est pour cela que je vous pose la question de savoir, lorsqu'on entend cela et qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai certains de nos auditeurs qui sont à Ouagadougou nous disaient effectivement que le président Macron, il a posé la question de savoir, est-ce qu'on a vu un passeur belge? A-t-on vu un esclavagiste français ou un autre un Européen dans tout cela? Une façon de dire effectivement que ce sont les Africains qui vendent les Africains, ce qui n'est pas faux. Mais cependant, bien avant cela, avant qu'on ne détruise Je pense que vous voulez faire allusion à la guerre, à la mort de Kadhafi, à la Bien disparition. entendu, c'est-à-dire, justement, j'en viens en disant qu'effectivement, avant l'assassinat du colonel Kadhafi, la Libye n'était pas ce bourbier qu'on connaît aujourd'hui. Oui, mais ça n'avait pas empêché le mouvement, l'immigration. Bien entendu, C'est que cette immigration n'allait pas jusqu'en Europe. Mais ça s'arrêtait en Libye et on ne les vendait pas. C'est là la différence. Même avec Kadhafi, il y avait toujours ce mouvement de fuite, ce mouvement de déplacement des populations. Les migrants. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que nous sommes en France et c'est le pays des droits de l'homme. Oui. Et qui défend les droits de l'homme partout dans le monde. Et lorsqu'on a cette scène, on a l'impression qu'effectivement, le donneur de leçons semble ne pas se reconnaître sa part de responsabilité. Probablement. Bien. On va poursuivre avec cet échange dans quelques instants. Je tiens à rappeler donc effectivement que vous êtes là ce soir pour nous annoncer donc une conférence qui a lieu vendredi prochain. Une conférence sur l'entrepreneuriat des afro-descendants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. De quoi s'agira-t-il précisément? Et il s'agira de montrer que même quand on ne trouve pas du travail, on peut créer son propre emploi. Bien. Les autres l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, nous rentrons dans le dernier cadre de cette émission. Nous recevons donc ce soir Martin Takoujoué. Il est fiscaliste. Il est là ce soir en tant que président du CARALEF. Il est également enseignant à l'École supérieure de commerce de Lyon. Il nous a porté donc son regard sur la situation qui sévit actuellement sur le continent, notamment en Libye, où des Noirs d'Afrique subsaharienne sont vendus sur les commerces, comme cela se passait donc durant le fameux club de commerce triangulaire. Rendu dans le dernier cadre de cette émission, nous avons notre consultant. Il s'appelle Henri Tiki, il est psychologue clinicien. Ce soir, qui nous apporte son regard sur cette question, cette négrophobie, il faut le dire, qui aujourd'hui n'est plus un secret au point où on vend les Noirs dans les marchés. Bonsoir Henri Tiki. Bonsoir. Vous nous avez écouté et apparemment, habituellement dans nos échanges, vous n'appréciez pas le fait qu'on dise que ce sont les Noirs qui vendent les Noirs. Enfin, ce sont les Africains qui vendent les Africains, il faut le dire de manière générale, parce que ceux qui ont été vendus ou ceux qui ont échappé au commerce reconnaissent qu'il y a des passeurs
qui étaient aussi complices de la vente et qu'effectivement, il y a des Libyens qui sont aujourd'hui et d'autres Maghrébins qui sont, voilà, vendeurs d'esclaves. Dites-nous, comment expliquer cette négrophobie? Oui, avant d'expliquer un peu la négrophobie qui a quand même ses sources depuis la nuit des temps, j'aimerais réagir par rapport à ces Africains dont vous parlez. Je dis Allez-y. tout simplement que c'est pas les Africains qui vendent les Africains, c'est l'Arabe qui vend le noir. Il faut le poser comme ça. Et ce n'est pas parce que l'Africain vend l'Africain qu'on va déculpabiliser. Si Macron vient dire qu'il n'y a pas de Belges, il n'y a pas de Français, on veut rappeler à Macron que ce n'est pas parce que quand Hitler avait envahi la France, c'était les Africains qui étaient venus sauver la France aider la France à se libérer. Donc, on ne peut pas se déculpabiliser parce que nous, on n'est pas des Africains. Macron ne peut pas dire de telles inepties. Donc, ce n'est pas parce que l'Africain vend l'Africain, ce n'est pas l'Africain qui vend l'Africain, c'est l'Arabe qui vend le noir. Et ça me permet de rebondir sur ce que Claudie Serre avait dit la dernière fois sur vos antennes, que ce n'est pas un problème d'Arabe et de noir, ce n'est pas un problème de blanc et de noir. Je dis c'est bel et bien un problème de noir et d'arabe, de blanc et de noir. Comment expliquez-nous? Parce que je crains qu'on soit dans... Henri, pardonnez-moi, je crains qu'on soit dans une sorte de globalisation, de généralisation. Non, non. Expliquez-nous. Ce n'est pas parce que nous avons des congénères blancs ou noirs, ce n'est pas parce que nous avons des collègues qui ne sont pas, eux, ont peut-être la lucidité de comprendre qu'il y a un problème réel, mais il faut comprendre qu'il y a une condescendance qui date depuis très très longtemps. Justement, Henri Tiki, d'où naît-elle en tant que psychologue clinicien? Expliquez-nous. Dans l'inconscient collectif de l'arabe, dans l'inconscient collectif du blanc, il y a cette négrophobie qui vient d'abord de la genèse de la Bible, la malédiction de Cham. Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères, esclave de ses oncles, de Sem et de Japhet. Sem, c'est les Sémites, c'est les Arabes et les Juifs. Japhet, c'est les Européens. Donc, il y a déjà cette malédiction biblique qui a été alimentée plus tard, qui a inspiré le Code noir avec Colbert et Louis XIV. Et nous arrivons après dans le siècle des Lumières, qui pour nous les Africains, c'était un siècle de l'obscurantisme et de l'inculture. Pourquoi? Parce que les philosophes qu'on a connus, nous avons lu Voltaire, Montesquieu dans l'Esprit de la loi, ces philosophes ont brillé par l'inculture, par une totale méconnaissance. Expliquez-nous comment. Je vais vous lire une citation, si vous permettez. Hein. Allez-y rapidement, je vais vous lire une citation, par exemple, de Voltaire dans Traité de métaphysique. Voltaire dit ceci: les Blancs sont supérieurs à ces nègres. Les nègres le sont aux singes comme les singes le sont aux huîtres. C'est Voltaire dans Traité de métaphysique. Je continue, je vous lis Montesquieu dans l'Esprit de la loi. Montesquieu se demande, quand on voit ces hommes, c'est à peine que l'on peut croire que ce sont des créatures humaines. Vous voyez? Donc je continue. Là, c'est Montesquieu. Montesquieu. Dans quelle œuvre? Dans l'Esprit de la loi. Et je continue, je dis Guy de Maupassant, en 1850-1893, il dit en Afrique, les filles foisonnent, mais elles sont toutes aussi malfaisantes et pourries que les liquides fangeux des petits sahariens. Vous voyez, il y a toute une littérature qui alimente la négrophobie. Plus près de nous, nous avons trois présidents français. On a connu Chirac qui a parlé des odeurs des Noirs, de la nourriture des Noirs, des bruits des Noirs. Tout ça alimente un inconscient collectif, une idéologie du mépris du Noir. Nous avons Sarkozy qui parle de l'Afrique qui n'est pas rentrée dans l'histoire. Nous avons plus proche de nous Macron qui parle du sous-développement, de la démographie comme cause du sous-développement. On revient sur le siècle des Lumières. On a des économistes comme David Hume qui trouvent que les Noirs n'ont pas le droit de travailler. Les Noirs sont des créatures inférieures. Ça, c'est un économiste anglais. Jules Ferry, dans un débat parlementaire le 28 juillet 1885 en France, il dit ceci: je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté, l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai.
il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parlant des Noirs. Pour vous dire qu'il y a toute une littérature qui a alimenté la négrophobie. Aujourd'hui, les Noirs doivent se lever. Vous savez, les Falachas en Israël sont des Sémites, ils viennent d'Éthiopie, mais ils n'ont pas le droit de faire une transfusion sanguine parce qu'ils ont du sang, entre guillemets, du sang noir. Il y a toute une Henri Tiki, ce que vous dites est fort édifiant. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est de savoir, en tant que clinicien, d'où peut venir la solution? La solution, elle est simple. Il faut déstructurer les schémas mentaux. Il faut reprogrammer les choses. Comment? Si, parce que c'est très important, ce soit d'entendre de vous, en tant que clinicien, comment déconstruire cela? Pour déconstruire cela, il y a plusieurs volets. Il y a le volet pédagogique, il faut l'éducation, il faut que les Noirs se réapproprient leur histoire. Vous savez, avant la malédiction de Cham, les Noirs et les Blancs vivaient en parfaite harmonie, dans une totale dignité, dans une égalité totale. Un coq noir et un coq blanc, on ne peut pas estimer que le coq blanc ou le coq noir supérieur, c'est tous des coqs. Donc un noir et un blanc vivaient avant la malédiction de Cham en parfaite égalité. Il faut donc une pédagogie, une éducation. Il faut que les Noirs lisent, se réapproprient leur histoire, qu'ils sachent qu'ils ont connu des empereurs, ils ont connu des reines, ils ont connu l'industrie du fer au XIIe siècle, avant même que l'Europe ait la révolution industrielle. Donc, il y a ce volet pédagogique, il y a le volet économique. Il faut que les Noirs se réunissent pour pouvoir trouver des fonds et aller libérer chaque Libyen, chaque Noir qui se trouve partout où il est esclavagisé, entre guillemets. Il y a le volet politique. Il faut qu'on aille vers nos chefs d'État qui comprennent qu'il est temps de changer la donne. Il est temps de ne plus accepter le diktat de la France. Parce qu'il faut le reconnaître, la France a fait trop de mal à l'Afrique. Tant que la France n'accepte pas de mourir pour renaître dignement, la France ne va pas s'en sortir. L'Afrique ne va pas s'en sortir. Il faut que l'Occident accepte de mourir. Il faut que l'Occident arrête de s'accrocher à l'Afrique. L'Occident est en agonie et veut entraîner dans sa mort l'Afrique. Nous, on est déjà morts. On est en train de se réveiller. Et je reconnais. Je vous vois lancer. C'est vrai qu'il n'est pas évident de vous couper la parole. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Comme le temps qui nous est imparti arrive à son terme, il y a notre invité de studio qui voulait réagir pendant que vous parliez, Matan Takoujoue. Oui, permettez d'abord bonsoir Henri Tiki. Bonsoir. On ne se connaît pas, mais bon, par le nom, on peut se dire bonsoir. Donc, je voulais ajouter un élément dans ce que vous venez de dire. Vous savez, dans les années 50, 40... donc, non, pas 40. Dans les années 50, avec les Césaires, les intellectuels noirs en Europe et aux États-Unis, quand eux, ils revendiquaient la négritude, la raison de noirs, eh ben, c'était une bonne chose déjà. Hein. Et ils ont fait à leur temps. Ce que je constate aujourd'hui, excusez-moi, c'est que nous sommes complètement... intellectuels, nous sommes complètement absents. Nous sommes absents sur tous les plans. Sur le plan politique, nos dirigeants politiques ne sont même pas là. Parce qu'on aurait pensé que il y a un brave politique qui se lève et qui dise « Moi, je vais chercher mes enfants, parce que ce sont nos papas là. » Si vous permettez, avant de vous laisser continuer, nous ne sommes pas absents. Il y a un mouvement panafricaniste qui est en œuvre. Je vous jure qu'il y a un mouvement, il y a un éveil des Africains. C'est dommage parce que ce mouvement panafricaniste n'a pas mis en évidence ce qui se passe en Tripoli. Le travail se fait. Vous pouvez être sûr que nous arriverons au bout de notre marche. Il y a des leaders d'opinion. Les hommes sont en plein travail. Ne vous inquiétez pas. Les chefs d'État d'Afrique qui sont encore en train de collaborer avec Henri Tiki, on vous retrouve la semaine prochaine. C'est pas que j'étais inquiet. Désolé de vous couper la parole comme cela. Merci. On reviendra donc sur ce sujet mardi prochain. Rappelons donc que ce soir, on avait comme invité Patrick Mbeko, qui est géopolitologue, qui est à Montréal, que nous n'avons pas pu joindre malheureusement. En principe, il devra revenir dans la semaine prochaine, qui a également beaucoup travaillé sur la question libyenne. Il a même écrit un livre dessus. Donc, merci Henri Tiki pour votre éclairage et au plaisir. À bientôt. Matan Takoujoue.
vendredi prochain, c'est vrai que ce ne sera pas des questions politiques ou des géopolitiques et autres, ce sera de l'économie. Oui. Vous pensez qu'on peut s'en sortir avec l'économie, avec l'entrepreneuriat? On peut moins souffrir. On peut moins souffrir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et rappelez-nous donc l'adresse. Comment on fait pour venir à votre événement? Vous prenez le métro, c'est le plus simple. Métro Flachet. Métro Flachet. Oui. Et précisément, Donc, de quelle vous allez, à quelle heure? c'est de 18h30 à 20h30. Alors, pour donner envie à ceux qui nous écoutent, qui sont les conférenciers que vous avez Les invités? conférenciers, il y a le professeur Ziadi Mohamed de l'IAE de Lyon, de l'université Jean Moulin Lyon 3. Il y a maître Fabien Bida. Il y a madame Célestine Kunz, j'allais dire la première gérante d'un très grand magasin exotique qui existe depuis 1986 à Vaux-en-Velin, et un jeune de l'université Lyon 2. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer avec nous. C'est vrai que ce n'est pas votre terrain, la politique, mais vous avez quand même apporté un éclairage. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci bien. Rendez-vous est pris mardi. Bonne soirée. Avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique,